Salut salut! Aujourd'hui, parlons d'un thème plutôt que d'un auteur. Aujourd'hui, la théorie des jeux. Pas de Mario Bros ou de Call of Duty aujourd'hui, non non, on va plutôt analyser les théories qui voient l'économie comme des jeux, aussi bien des jeux de société que des jeux vidéo, et donc comme des systèmes dans lesquels des méthodes d'optimisation et de coopération sont possibles. Après tout, il existe le travail d'équipe et des techniques qui sont gagnantes dans les jeux, quels qu'ils soient. Ici c'est pareil, tout est fonction des anticipations, il faut anticiper le jeu des autres protagonistes. Commençons par le commencement, à savoir un français. Cournot est un mathématicien donc français du 19e siècle et illustre bien le fait qu'un économiste est bien souvent aussi un mathématicien. Toutefois aujourd'hui, rassurez-vous, pas trop de mathématiques, voire pas du tout. Comme le disait Keynes, un économiste se doit être sociologue, mathématicien, philosophe, et il se doit aussi d'avoir bien d'autres capacités d'analyse. Bref, Cournot est l'un des premiers à avoir établi des modèles d'offres et de demande, la chose la plus essentielle en économie. Il a travaillé sur de la microéconomie, donc de la compréhension des raisonnements individuels en économie. Il a étudié bien des concepts comme l'élasticité et le coût marginal, notions ô combien essentielles en microéconomie, mais intéressons-nous plutôt à ce que l'on appelle son étude des duopoles. Un duopole, qu'est-ce que c'est? Un duopole, c'est une situation de marché où seules deux firmes ou deux acteurs, deux groupes, influencent un marché. Ainsi, prenons un exemple contemporain qui parlera à tout le monde. On peut considérer que dans le domaine du pétrole, il n'y a que deux acteurs. C'est assez osé de ma part, je sais. Les pays de l'OPEP et les autres. Ces deux masses gèrent en réalité à elles seules le marché et leur coopération au sein de ces blocs me permet de parler de duopole. Il a analysé ce genre de situation avec des entreprises vendant de l'eau de source et a remarqué des situations dites d'équilibre. On parle d'équilibre de Cournot. Alors un équilibre, qu'est-ce que c'est? Un équilibre, c'est une situation stable, donc pas forcément optimale, mais en tout cas suffisamment satisfaisante et rationnelle pour que ça ne change pas, sauf cause exogène, cause extérieure. Le fameux duopole de Cournot, c'est un modèle économique utilisé pour décrire une structure industrielle dans laquelle les entreprises sont en concurrence par rapport à leur volume de production. Jusqu'ici, rien de nouveau. En réalité, ce duopole est particulier parce que ces entreprises décident de ces volumes indépendamment les unes des autres, et ce, à un même instant. En bref, elles anticipent la demande de leurs produits, seulement du leur, pas celui du concurrent, et agissent presque uniquement en fonction de cela. Et finalement, en pensant qu'elles n'agissent pas sur les actions de l'autre, qu'elles modifient le monde et l'économie juste avec leurs produits, elles se rendent compte et elles finissent effectivement par affecter les décisions du concurrent. C'est une vraie situation de dépendance quand elles pensaient jouer en autarcie. C'est comme si vous jouiez au morpion sans regarder le jeu de l'autre. Finalement, chaque action influence grandement celle de l'adversaire alors que vous pensez jouer indépendamment des coups que va penser votre adversaire. Parlons maintenant de celui qui a vraiment travaillé en profondeur la théorie des jeux, John von Neumann. Pour les férus d'informatique, sachez aussi qu'il a œuvré à peu près en même temps qu'Alan Turing sur les premiers ordinateurs jamais conçus. Bon, on va en parler assez brièvement, c'est assez compliqué, mais je vais rester sur les fondamentaux en ce qui concerne les théories de Neumann. Tout d'abord, la théorie du minimax, du min et du max, du minimum et du maximum, qui est en fait la première formulation de l'équilibre de Nash, très important, mais dont nous parlerons ultérieurement. Quand deux joueurs se font face dans un jeu à somme nulle, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire si l'un perd, l'autre gagne son équivalent. Eh bien, si les deux joueurs ont une information parfaite sur les stratégies possibles, c'est-à-dire qu'ils savent en fonction de leur coup qu'est-ce qui peut être rendu comme coup, par exemple pierre, feuille, ciseaux, où vous savez quels sont les coups possibles de l'adversaire, et eh bien on peut considérer qu'il existe un point d'équilibre, c'est-à-dire une combinaison de stratégies fixes et optimales qui n'est pas censée bouger dans le temps. Ainsi, dans le fameux jeu qui est pierre, feuille, ciseaux, le mieux est, vous conviendrez, de limiter les pertes, car c'est là la situation optimale. Effectivement, si vous gagnez, c'est plus 1, si vous perdez, c'est moins 1, et si vous faites un ex aequo, c'est 0. Eh bien, la théorie de l'équilibre voudrait que l'on tâche de rester à 0 plutôt que de prendre le risque de perdre. Car oui, un jeu à somme nulle indique que ce que l'un perd, l'autre le gagne, contrairement à bien des situations complexes où l'on peut tous, ne serait-ce qu'un chouïa, être satisfait. Là, c'est qui tout double, disons-le. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux limiter les pertes, et il est parfois bon de sortir tous les deux le même signe parmi les trois possibles, car ne rien gagner est plus favorable que perdre. Donc en fin de compte, là, ce que je vous dis vous semble assez rationnel, mais dans d'autres conceptions des jeux à somme nulle, on peut préférer prendre le risque, on peut faire des tableaux compliqués, et donc cette théorie selon laquelle on peut chercher à limiter les pertes est une théorie très intéressante et très fondamentale dans la théorie des jeux. Avant de commencer,
je vous conseille le film A Beautiful Mind avec en acteur principal Russell Crowe. C'est un excellent film qui vous décrira la vie de Nash et vous initiera à la notion d'équilibre de Nash. Évidemment, il n'est pas parfait, mais ça sera déjà une première piste. Et moi, je vais l'approfondir un peu, et si vous voulez aller encore plus loin, navré, c'est pas ici, il faudra s'attaquer aux mathématiques pures et dures. Un équilibre de Nash, c'est une situation dans laquelle aucun des joueurs n'a intérêt à changer son jeu, sans quoi il en ressortira perdant. Si chacun des joueurs connaît les possibilités de décision des autres, alors il existe une situation où chacun limite ses pertes. Ce sont des décisions en fonction de celles des autres. En fait, un équilibre de Nash, c'est la meilleure réponse de l'un par rapport à l'autre, celle qui ressort le plus souvent. Et je vais vous donner deux exemples. L'un très vulgarisé et, disons-le, assez vulgaire finalement, tiré du film, et l'autre très scolaire, tiré des cours de microéconomie que tous les étudiants en économie risquent de connaître. Imaginez 5 hommes dans un bar, et 5 femmes rentrent dans ce même bar. Oh, la situation inverse est tout à fait possible. Les hommes sont tous charmés par la plus jolie des demoiselles, mais, avouons-le, s'ils se contentent d'entrer en concurrence pour séduire la miss, ils risquent au mieux de tous se retrouver sans rien, sauf un qui l'aurait éventuellement séduite, au pire de ne rien avoir, si ce n'est une mauvaise image de la part des autres demoiselles. Autant abandonner alors. Oui, mais considérez les choses autrement. En connaissant les possibles décisions des autres, on peut trouver un équilibre de Nash. Si chacun des hommes se concentre sur une seule demoiselle, certes, il est vrai qu'ils seront moins satisfaits compte tenu de leur choix initial. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Toutefois, ils auront bien plus de chances de trouver une compagne, ce qui est bien plus important que de se battre pour une fille et risquer de finir seul et frustré. Et ces demoiselles seront bien plus ravies accompagnées que seules et délaissées, se sentant comme de vulgaires second choix. Bon, prenons un exemple moins vulgarisé, finalement plus économiquement juste et surtout moins sujet à débat. C'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Ah, là, tous les étudiants en économie, je vois vos grands yeux s'écarquiller, vous le connaissez par cœur. Mais en fin de compte, sachez que plein de gens pensent le connaître, et en fait, pour déduire une équipe de nage de ce dilemme du prisonnier, c'est pas si évident que ça saute pas à l'œil comme ça. Bon, je vous la fais courte. Deux complices d'un braquage se font attraper et vont passer devant les juges. Si les deux se dénoncent, c'est 5 ans de prison pour chacun. Si l'un dénonce l'autre, mais l'autre ne dit mot, alors c'est rien pour celui qui dénonce et 7 ans de prison pour celui qui se tait. Rassurez-vous, je vais mettre un tableau pour que vous puissiez bien visualiser ce que je vois. Et enfin, si tous les deux se taisent, c'est 1 an de prison chacun, car il manquera des éléments dans le dossier. Bref, les prisonniers peuvent ne pas se faire confiance et se trahir car ils se sentent moins menacés, mais ils écoperont alors des peines maximales, et, en fin de compte, c'est là l'équilibre de Nash. En effet, ils ne se font pas confiance et ils pensent être perdants s'ils se taisent. Alors ils dénoncent car ils manquent d'informations et écopent forcément de peines lourdes. En fait, on parle surtout de meilleures réponses des uns par rapport aux autres, et là, ce n'est pas forcément évident, mais je vais vous l'expliquer en détail. Prenez bien le tableau devant vos yeux et écoutez bien. Considérons que vous êtes l'un des deux braqueurs. Ah, désolé, vous êtes passé du mauvais côté de la loi. Et que votre partenaire est le second. Si vous avouez, alors votre partenaire a deux choix. Il avoue et il prendra 5 ans, ou alors il nie et il prendra 7 ans. C'est bon, vous me suivez? Il va préférer avouer pour limiter son temps de prison. Mathématiquement, c'est absolument irréfutable. Il préférera prendre 5 ans plutôt que 7. Si vous niez, donc là on prend une deuxième ligne, alors votre partenaire pourra avouer et il n'aura aucune peine. Ou il peut nier aussi et il prendra 1 an. Mathématiquement, il va préférer ne rien écoper du tout. Faites le même raisonnement en sens inverse avec ce tableau, je vous laisse faire, essayez, il faut que vous appreniez aussi. Et vous verrez que le meilleur choix qui apparaît le plus souvent, selon ce raisonnement, c'est que finalement, vous tous vous avouiez, que les deux avouent. C'est donc ici l'équilibre de Nash que je vous expliquais plus mathématiquement parlant. Et pourtant, les braqueurs limiteraient grandement les peines en niant. Mais selon la méthode de Nash, ce choix n'arrivera pas sans coopération, ni sans répétition de la situation. Mais enfin bon, avouez que c'est chiant de se retrouver plusieurs fois devant les juges, hein, on va éviter de refaire la même connerie. Toutefois, comme je vous l'ai dit, s'ils pouvaient s'entendre ou répéter plusieurs fois le jeu pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, alors croyez-moi, ce que l'on appelle un équilibre de Pareto apparaîtrait. Que les deux se taisent. En effet, vous l'avez remarqué dès le début sur le tableau, si les deux se taisent, eh bien, ils prennent presque rien. Mais il faut se mettre d'accord. S'ils se taisent, ils subissent des peines allégées. Et cela avantage les deux joueurs. Il n'est alors plus possible d'améliorer les gains de l'un sans détériorer les gains de l'autre, parce que 1-1, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux. Et c'est ce qu'on appelle un équilibre de Pareto, ce qui est souvent mis en parallèle des équipes de Nash quand on étudie une situation. Bref, non seulement je vous aurais parlé de la théorie des jeux en général, mais j'en aurais profité aussi pour vous parler de manière plus approfondie de l'équilibre de Nash qui est essentiel, et même de ce qui est souvent mis en parallèle, l'équilibre de Pareto. Bon, voilà. En ce qui concerne ces économistes, il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur eux, que ce soit Neumann, Pareto ou encore Nash. Mais voilà, j'ai décidé de faire cet épisode, disons, entre guillemets, hors série. C'est un épisode qui, je vous l'avoue, sert de transition entre ce que je faisais avant les 3 épisodes d'Historique économique et ce que je souhaite faire plus tard, qui portera peut-être, c'est pas sûr, un nouveau nom et peut-être aussi une nouvelle charte graphique,
mais en tout cas dans la forme ça devrait être la même chose. Peut-être qu'il y aura surtout des épisodes sur un économiste et il y aura aussi des épisodes comme celui-ci sur un thème avec beaucoup d'économistes. J'avais pensé à faire aussi comme prochain thème, pourquoi pas, l'entrepreneur, c'est un thème très intéressant. Et donc voilà, dans les commentaires dites comment vous verriez l'émission évoluer, comment est-ce que vous aimeriez la voir à l'avenir, aussi bien graphiquement que dans les thèmes, la façon d'aborder les choses, si ça doit être plus sérieux, moins sérieux, plus de maths, moins de maths, plus d'économie sérieuse. Bref, dites-moi. C'est très important, j'ai vraiment intention de prendre en compte ce que vous me dites, parce que par moment, bah, je sais pas trop dans quoi me lancer. Bref, merci d'avoir regardé, et puis bonne année.